Chers collègues, donc nous avons le quorum, nous allons pouvoir commencer donc notre plénière de ce matin. Et bonjour à tous. Alors, donc je présente les trois premiers points de l'ordre du jour. Le premier étant la demande de garantie d'emprunt présentée par le service départemental d'incendie et de secours pour le financement de son programme de construction et de réhabilitation de casernement. La collectivité départementale est sollicitée à hauteur de 100% pour la garantie d'un emprunt d'un montant de 5 millions d'euros que le service départemental d'incendie et de secours souhaite contracter auprès de l'Agence française de développement, l'AFD. Ce prêt est destiné à financer la première tranche des projets de construction et de réhabilitation de 12 centres d'incendie et de secours afin de mieux assurer la couverture sanitaire et sécuritaire du territoire. L'Agence française de développement a donné son accord pour le financement de ce projet sous la condition suspensive que le département attribue au SDIS une dotation de fonctionnement portée à 15 millions d'euros à compter de 2014. Cette condition est remplie depuis le vote par notre Assemblée le 19 juin dernier du budget supplémentaire de l'exercice 2014. L'encours de la dette garantie par le département s'établit à ce jour à 525 120 000 euros et le montant des annuités garanties représente 37,74 millions d'euros. La garantie d'emprunt sollicitée par le SDIS portera l'encours global de la dette garantie du département à 534,89 millions d'euros. Le département mobilise actuellement 37,17% de sa capacité à garantir, hors recettes affectées au financement des transferts de compétences opérés par l'État, comme d'habitude, soit 18,58% de ses recettes réelles de fonctionnement. La commission permanente s'est déjà prononcée favorablement sur cette demande de garantie. Voilà, Présidente, ce qu'on peut dire au titre de cette demande de garantie formulée par le SDIS. Merci, collègues. Donc, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions, collègues, sur ce point? Il n'y a pas de questions. Donc, je mets aux voix. Contre? Abstention? Voilà, donc la garantie d'emprunt est adoptée à l'unanimité en faveur donc, du SDIS. Le point 2 est simplement une information parce que, comme vous le savez, concernant le FDPTP, c'est la commission permanente qui est compétente pour statuer sur cette répartition de ce fonds départemental de péréquation. Donc c'est une information que nous formulons auprès de vous, chers collègues. Donc en voici les éléments. Le présent rapport vise ainsi à présenter la répartition du produit du Fonds départemental de péréquation de taxes professionnelles, le FDPTP, décidé par la commission permanente le 13 mars 2014 au titre de l'année 2013. Le fonds s'élève à 1 318 578 euros en 2013 et doit être réparti, conformément à l'article 1648A du Code général des impôts, par le Conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés en raison de la faiblesse de leur potentiel fiscal ou de l'importance de leurs charges. Voyons la sélection des bénéficiaires du FDPTP. La commission permanente a déterminé le plafond du potentiel fiscal par habitant des communes éligibles en appliquant à la moyenne des potentiels fiscaux des communes de Martinique le taux de 30%. La même méthode a été retenue pour les établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, sont considérés comme défavorisés les communes de moins de 5 000 habitants disposant d'un potentiel fiscal par habitant de moins de 331,41 euros, ainsi que les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 157,42 euros par habitant. Maintenant, la répartition du FDPTP entre les communes et les EPCI sélectionnés. Comme les années précédentes, le produit a été scindé en deux parts égales.
La première a été répartie au prorata de l'inverse du potentiel fiscal afin de favoriser les collectivités et les établissements les moins riches, et la seconde au prorata des dépenses de fonctionnement par habitant. 10 communes sont éligibles à cette répartition du FDPTP 2013, les communes d'Ajoupa-Bouillon, de Basse-Pointe, du Carbet, de Font-Saint-Denis, de Grand-Rivière, de Macouba, de Marigot, de Mornevert, du Prêcheur et de Saint-Pierre. Voici donc les 10 communes qui sont éligibles au titre de ce fonds. Et puis, 2 établissements publics de coopération intercommunale sont également éligibles. C'est la communauté de l'Espace Sud et la communauté des communes du nord de la Martinique. Je dis volontairement communauté des communes du nord de la Martinique parce qu'il s'agit du FDPTP 2013. Le Cap Nord n'existant que depuis le 1er janvier 2014. Voilà le détail de la répartition. Vous l'avez, chers collègues. Donc voici cette qu'il était nécessaire de produire aujourd'hui. Et ce n'est qu'une information. Le troisième dossier concerne les avenants au contrat de projet État-région-département. C'est le CPRD 2007-2013. Chers collègues, vous êtes invités à vous prononcer sur 2 propositions d'avenant au contrat de projet État-région-département de la période 2007-2013. Rappelons tout d'abord que le contrat de projet État-région-département de la période 2007-2013 a été approuvé en assemblée plénière du Conseil général le 29 mars 2007 et qu'il a été signé par les 3 partenaires le 3 avril 2007. Les 3 partenaires que sont naturellement l'État, la région et le département. Notre Assemblée a validé le 18 novembre 2011 un premier avenant relatif à la révision à mi-parcours du document. Il a été signé par les partenaires le 2 décembre 2011. Le 26 juin 2013, le département a informé le préfet de sa décision de reconfigurer le projet du réseau d'information géographique de la Martinique, autrement dit le RIGMA, dans la perspective de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Ce projet est inscrit à l'article 6.3 du contrat de projet État-région-département révisé. Cette modification entraînant un report du démarrage du projet, il n'a pas été possible de maintenir les crédits de l'État qui étaient prévus, soit 500 000 euros. Le préfet a donc souhaité que ces crédits soient en partie transférés à hauteur de 481 000 euros en remplacement de la participation du département sur le projet de création du pôle universitaire de santé prévu à l'article 4.1.5 du contrat de projet État-région-département révisé. Ainsi, la participation de l'État à ce projet de 20 millions d'euros passerait de 9 millions d'euros à 9 481 097,50 euros. Donc ça, c'est pour le premier projet d'avenant. Le second concerne... par ailleurs, le 1er juillet 2014, les services de la préfecture ont transmis au département un autre projet d'avenant visant à proroger la durée du contrat de projet État-région-département jusqu'au 31 décembre 2014, afin de permettre l'engagement des dernières opérations. Ce projet d'avenant vous est également soumis aujourd'hui. La commission permanente, saisie le 3 juillet 2014, a émis un avis favorable sur ces 2 projets d'avenant. Tels sont les éléments d'information que j'entendais vous exposer, chers collègues. 2 projets d'avenant. Merci, collègue rapporteur. Est-ce qu'il y a des demandes d'information, collègues? Non? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, c'est adopté. Bonjour, chers collègues. Le premier texte concerne le projet d'ordonnance portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce projet d'ordonnance porte extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Quel est le contexte? Le texte intervient dans le prolongement de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régularisation des activités bancaires et de l'ordonnance du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation aux droits de l'Union européenne
en matière financière. Deux textes qui visaient à répondre à l'engagement du président de la République de séparer les activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives. Pour rappel, la loi de 2013 précitée comporte 100 mesures et ambitionne de refondre le cadre bancaire français en participant à la volonté de tirer les enseignements de la crise et de renforcer en conséquence la régulation des acteurs bancaires et les pouvoirs des autorités de supervision en matière bancaire et financière. Elle a pour but de lutter contre les dérives de la finance, prévenir les crises bancaires, mieux protéger les consommateurs, emprunteurs et assurés. Quel est l'apport du projet d'ordonnance? Ce projet d'ordonnance prévoit donc de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la loi de 2013 précitées. Les ajustements sont d'ordre juridique pour tenir compte des compétences et des spécificités institutionnelles et administratives entre ces différents territoires. L'ordonnance se présente sous 7 chapitres. Le premier réunit les dispositions d'extension spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième prévoit les dispositions d'extension spécifiques à la Polynésie française. Le chapitre 3, celles spécifiques aux îles Wallis et Futuna. Le chapitre 4, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Le chapitre 5 réunit les dispositions de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Bon. Bref, l'article 26 de l'ordonnance constitue à lui seul le chapitre 6 relatif à l'outre-mer. Il indique le principe de délégation des missions de la Banque de France à l'Institut des missions des départements d'outre-mer, l'IEDOM, qui est un peu la banque centrale dans chaque DOM. Ainsi, désormais, pour l'exercice de ces missions, l'IEDOM ne peut plus se voir opposer le secret professionnel prévu pour les dirigeants des établissements de crédit et des sociétés de financement, à l'instar de ce qui est prévu pour la Banque de France. L'IEDOM a la mission de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement et des systèmes de compensation. Voilà en gros la substance du texte. Quels sont les avis des organismes consultés? L'ADCM, l'Association des consommateurs, considère que ce projet d'ordonnance traduit bien le souci qu'a l'État d'assurer une meilleure protection aux consommateurs en interdisant toute activité spéculative avec des fonds qui pourraient contribuer au développement de l'économie. La réalisation de ce projet passe par une réorganisation du système bancaire en renforçant le pouvoir des autorités de contrôle et de gestion telles que l'IEDOM, l'IEOM, la Banque de France, en mettant en place des comités de régularisation et en utilisant les outils existants tels que le Fonds de garantie des dépôts. Il y a une recherche d'harmonisation des législations européennes et françaises sur tous les territoires français. Cette nouvelle ordonnance permettra ainsi d'atténuer le risque de crise bancaire et leur effet, ainsi que d'assurer une meilleure protection des épargnants et clients des établissements bancaires. Le Conseil économique, social, environnemental de la Martinique, CSER, prend acte de ce projet d'ordonnance qui a pour principal objectif l'adaptation de la législation aux droits de l'Union européenne en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Avis des commissions. La commission texte le 23 juin dernier et la commission permanente le 4 juillet dernier ont émis un avis favorable sur le projet d'ordonnance portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités. Regrettons toutefois que le texte n'aille pas jusqu'à prévoir la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Voilà, collègues, les éléments pour nous permettre d'émettre un avis. Merci, collègue. Donc, il nous est demandé de mettre un avis sur ce projet d'ordonnance qui nous a été présenté, en rappelant effectivement que les commissions texte et commissions permanentes ont émis un avis favorable. Est-ce qu'il y a donc des questions, collègues? Pas de questions? Je peux le soumettre à votre vote. Contre? Abstention? Merci. Donc, c'est adopté. On passe au point 5. Ce projet de loi est relatif aux droits des étrangers en France, comme vous le savez, qui est un sujet très sensible. Quel est le contexte? En matière de droits des étrangers, le texte fondateur codifié dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA,
est l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette ordonnance a depuis été modifiée par une trentaine de lois. Le droit des étrangers en France fait référence à un foisonnement juridique national. Il faut y ajouter les conventions internationales et le droit de l'Union européenne. Le projet de loi étudié intervient dans le prolongement du rapport « Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France », remis au Premier ministre le 14 mai dernier. Le projet de loi précise les modalités de mise en œuvre du titre de séjour pluriannuel que s'est engagé à créer le président de la République. Il s'intéresse aussi aux procédures d'éloignement et à l'accueil des étrangers en préfecture. Quel est l'apport du projet de loi? Le présent projet de loi prévoit des dispositions sur l'accueil et le séjour des étrangers ainsi que sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Il a pour objectif de sécuriser le parcours d'intégration des ressortissants étrangers par l'adoption d'une législation mieux adaptée et une plus grande clarté des procédures applicables. Contribuer à l'attractivité de la France en créant une carte propre aux talents internationaux. Simplification du parcours des étudiants. Troisièmement, protéger les libertés individuelles et l'efficacité des décisions administratives d'éloignement en cas de séjour irrégulier. Le titre premier est relatif à l'accueil et au séjour des étrangers et se décline en 4 priorités qui concernent les mesures d'accueil et d'accompagnement des étrangers. Quelles sont ces 4 priorités? Le renforcement de l'exigence de connaissance de la langue française. Deuxième exigence, la transmission des droits et devoirs de la République. La transmission, oui. Troisième priorité, l'orientation et l'accompagnement par une meilleure articulation interministérielle. Et quatrièmement, l'articulation entre le dispositif d'accueil et la délivrance des titres de séjour. Il est également prévu de développer les cartes de séjour pluriannuelles pour les ressortissants étrangers régulièrement présents, d'améliorer les conditions de séjour des étudiants étrangers, de moderniser l'accueil des talents étrangers. Il vise à clarifier et à harmoniser les dispositifs en vigueur. Il prévoit les modalités d'application de l'obligation de quitter le territoire français. Le titre 3 contient des dispositions relatives à l'outre-mer et plus spécifiquement à Mayotte. Avis des organismes consultés. Le Conseil économique, social et environnemental de la Martinique note que la gestion de l'accueil des étrangers mérite sans contexte d'être améliorée. Il demande que les moyens humains, matériels et financiers soient alloués à l'autorité administrative. Le CSER recommande pour la bonne marche du processus d'intégration des étrangers un suivi de la formation de ces derniers. Enfin, le Conseil économique et social environnemental régional milite en faveur d'une politique européenne pour avoir à terme la maîtrise des frontières et un accueil plus humain. Bon, c'est le cas pour Mayotte, pour Sangatte, en Italie, Malte, que nous connaissons. Pour ce faire, une concertation approfondie devrait être menée au niveau européen. Avis des commissions. La commission des textes réunie le 23 juin et la commission permanente le 3 juillet dernier ont émis un avis favorable à ce projet relatif aux droits des étrangers en France qui vise à améliorer la situation des étrangers et à harmoniser les dispositifs en vigueur. Voilà, collègues, l'introduction pour les débats. Collègue Guenado. Présidente, il est évident que je ne vais pas suivre l'avis de la commission sur cette question. On parle d'améliorer les conditions d'accueil, mais la matrice reste la même. Et pour moi, c'est une matrice fondamentalement raciste au détriment des peuples du Sud. Je m'explique. Quoi qu'ils disent, ce texte est fortement empreint de la notion d'immigration choisie. On choisit ceux qui peuvent apporter économiquement quelque chose à la France. Ça voudrait dire que la France n'a aucune obligation par rapport à des peuples qu'elle a spoliés et exploités pendant des années. Deuxièmement, il y a une forme aussi de racisme, entre guillemets, social, sur la question de la langue. La maîtrise de la langue, on sait que c'est aussi un problème de classe. Mais pire, je n'ai jamais entendu parmi les Qataris qui financent le PSG, il y a pièces par les Français. Il y a pièces par les Français. Et je suppose qu'ils n'ont aucune sorte de difficulté à être bien installés et à bien circuler en France. Ça veut dire qu'il y a une ségrégation liée à l'argent. C'est les plus démunis qu'on rejette aux frontières de ces pays-là. Comme donc c'est la même matrice raciale,
antisocial, je ne peux pas voter favorablement à un texte de la sorte. C'est pour ça que je voterai contre. Voilà ce que je voulais dire. Merci collègue, j'entends effectivement ton point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il n'y en a pas. Donc je rappelle effectivement que la commission texte et la commission permanente ont émis un avis favorable. Donc je vais mettre aux voix ce projet avec donc l'avis des deux commissions. Est-ce qu'il y a des collègues qui suivent qui sont contre effectivement l'avis de ces deux commissions? C'est bon? C'est bon? Procuration? Une procuration. Est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent? Cinq. Avec procuration? 5. OK. Des comptes? Ou toujours mêlé dans les affaires procuration et Lucien? Tu as compté la procuration, monsieur Adnet? Il avait compté. Alors, contre 9, abstention 5 pour 16. Voilà, collègue. Donc, on passe au point 6. Ce projet de loi est relatif à la réforme de l'asile. Quel est le contexte? Pour rappel, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, définit l'asile comme la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. C'est ça la définition de l'asile. En France, le droit d'asile a une valeur constitutionnelle fondée sur le préambule de la Constitution de 1946 et sur la Constitution de 1958. En droit international, c'est la Convention de Genève qui est pleinement applicable et qui définit les modalités de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est à noter que la France est le deuxième pays européen le plus sollicité par les demandeurs d'asile. La politique d'asile compte plusieurs acteurs privilégiés allant du service de l'asile de la Direction générale des étrangers en France et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, dont le principe d'indépendance dans la prise de décision relative à l'asile est d'ailleurs consacré par le présent texte, en passant par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou encore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pour autant, on observe à ce jour des dérives tant dans la pertinence des demandes d'asile que dans le traitement de celles-ci par les services habilités. Quel est donc l'apport du projet de loi? Le présent projet de loi relatif à la réforme de l'asile a pour ambition de remédier aux dérives et dysfonctionnements constatés et de garantir la France dans son rôle de terre d'asile sur le territoire européen, selon deux axes. Le premier axe, améliorer la protection des personnes véritablement en besoin de protection internationale, et deuxièmement, permettre au dispositif d'écarter plus rapidement et facilement les demandes d'asile infondées, tout en renforçant l'équité et la transparence des procédures. Divisé en 7 chapitres, le projet de loi réforme substantiellement les dispositions relatives aux conditions d'octroi de l'asile, la procédure d'examen des demandes d'asile, troisièmement, les dispositions relatives à la Cour nationale du droit d'asile, quatrièmement, les modalités d'accès à la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs, cinquièmement, le contenu de la protection, sixièmement, les dispositions relatives aux outre-mer et septièmement, les dispositions finales relatives aux agents contractuels de droit public des offices français de l'immigration et de l'intégration. Avis des commissions. La commission texte réunie le 23 juin dernier et la commission permanente le 3 juillet dernier ont émis un avis favorable sur ce projet de réforme de l'asile qui vise à améliorer la protection des personnes. Voilà, collègues. Merci, collègue rapporteur. Collègue, vous avez la parole.
S'il n'y a pas de demande de parole, je mets aux voix. Contre, abstention. Merci, c'est adopté. On passe au rapport suivant, le 7. Ce projet de décret est relatif à la codification de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime. Quel est le contexte? Le projet de texte fait suite à l'ordonnance de 2010 qui a codifié les dispositions de nature législative dans un livre 9 du Code rural, devenu de facto le Code rural de la pêche maritime et de la pêche maritime. La codification des dispositions réglementaires reprend en totalité ou en partie plus d'une soixantaine de décrets et arrêtés jusqu'ici dispersés concernant en particulier les professionnels de l'élevage en aquaculture et le secteur de la pêche. Le principe d'une réforme à droit constant a été retenu. Ainsi, conformément au rapport du président de la République, elle a été, je cite, elle a été réalisée pour l'essentiel à droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires par le respect de la hiérarchie des normes ou par l'abrogation de dispositions devenues illégales, obsolètes ou sans objet. Cette codification de la partie réglementaire du livre 9 du Code rural et de la pêche maritime est conforme au dernier règlement communautaire de décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche et à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Elle prend notamment en compte le statut de Mayotte en tant que région ultra-périphérique de l'Union européenne. Pour rappel, le livre 9 du Code traite de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et comporte 5 titres. Le premier prévoit les dispositions générales, le deuxième prévoit la conservation et la gestion des ressources halieutiques, le titre 3 prévoit les entreprises et la commercialisation des produits de la mer, le titre 4 prévoit les contrôles et sanctions et le 5 prévoit les dispositions applicables à l'outre-mer, dont le chapitre 1er qui prévoit les dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer. Quel est l'apport du projet de décret? Le projet de décret à droit constant a nécessité toutefois des ajustements du droit positif, notamment pour harmoniser la désignation des autorités compétentes pour la police et le contrôle des pêches, accroître l'utilisation des nouvelles technologies lors des élections des organisations professionnelles ou pour regrouper les instances consultatives en matière de gestion des ressources halieutiques, déterminer le régime d'autorisation applicable à la pêche maritime de loisirs et à la pêche des végétaux marins. L'article 5 du projet de texte est consacré au département d'outre-mer. Il s'intéresse aux conditions de concession. Pour rappel, l'article L 923-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu'aucun établissement d'élevage des animaux marins, de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ne peuvent être implantées sur le rivage de la mer, le long des côtes ou sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, à l'issue d'une enquête publique d'une durée de 15 jours au moins. Jusqu'à la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, le code précité prévoit la désignation par les conseils général et régional d'un conseiller départemental et d'un conseiller régional. Un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions. Il est à noter que le texte ne comporte pas de normes réglementaires nouvelles applicables aux collectivités locales, ni de normes réglementaires nouvelles applicables aux entreprises qui ne découlent directement d'une norme supérieure, dispositions législatives ou règlements européens. Ainsi, les dispositions réglementaires introduites pour compléter le régime d'autorisation applicable à la pêche maritime, de loisirs ou à la pêche de végétaux marins résultent de dispositions législatives qui n'avaient pas jusqu'ici reçu leurs dispositions réglementaires d'application. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Les organismes consultés, le CSER, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, la MPI, le Comité régional des pêches et de la Martinique, le Comité de bassin, le Conservatoire du littoral, la Fédération départementale pêche et protection des milieux aquatiques. Avis des commissions. La commission texte réunie le 23 juin 2014 et la commission permanente le 3 juillet dernier ont émis un avis favorable à ce texte, à ce projet de décret. La commission agriculture, pêche, élevage et aquaculture a également émis un avis favorable sur ce projet de décret qui participe à la codification du code rural et de la pêche maritime. Elle regrette néanmoins l'absence de retour des organismes consultés et qui vous ont été précités. Voilà, collègues, de quoi introduire un éventuel débat. Merci, collègues. Pas d'intervention. Donc, je mets aux voix. Contre. Abstention.
Merci, c'est adopté. Le changement de modèle énergétique français a été annoncé par le président de la République dès le début de son quinquennat comme l'un des projets majeurs de cette mandature. Le texte vise à préparer l'après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique français. Le projet de loi de programmation prend en compte les engagements européens et internationaux de la France. Il se positionne dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de consommation énergétique et de développement des énergies vertes et d'autres énergies encore, éventuellement. Le projet de loi s'articule autour de 8 titres, l'objectif étant de réussir la transition énergétique pour renforcer l'indépendance énergétique de la France et lutter contre le dérèglement climatique. Deuxième objectif, rénover les bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. Troisième objectif, développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé des Français. Quatrième objectif, lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. Cinquième objectif, favoriser les énergies renouvelables pour diversifier les énergies et valoriser les ressources des territoires. Sixième objectif, renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens. Septième objectif, raccourcir les délais et améliorer la compétitivité pour dynamiser l'économie. Les délais imposés pour obtenir les autorisations de travaux et d'exploitation et les procédures en matière contentieuse sont raccourcis. Et huitième objectif, donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l'État le pouvoir d'agir ensemble. Alors voilà très schématiquement le cadre de ce changement de modèle. Nous ne sommes pas entrés dans les détails parce que c'est extrêmement complexe et lourd. Donc nous nous contentons d'émettre un avis favorable sur le cadre général de ce changement de modèle, sachant que les débats ne peuvent pas être clos ici, ils doivent être continués avec notamment la région qui a plus particulièrement l'habilitation en matière énergétique. Avis des organismes consultés, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, CAUE, selon le CAUE, la plupart des mesures prévues par ce projet de loi sont intéressantes car elles permettent d'engager une mutation énergétique rendue plus que nécessaire. Mutation qui, dans le projet de loi de programmation, même si ce dernier aborde très peu la problématique des outre-mer et propose des mesures qui ne sont pas forcément adaptées à nos contrées, mérite réflexion. C'est le cas quand on aborde, par exemple, les biocarburants. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, collègues, je vous donne le texte en substance. Les biocarburants, l'énergie éolienne, on sait que c'est un secteur extrêmement important pour nous. L'isolation des bâtiments, qui peut poser problème. Le déploiement de flottes de véhicules électriques, qui est une ineptie, selon ce que dit le CAUE, tant que plus de 95% de l'électricité produite le sera à partir de combustibles fossiles. Le CAUE affirme que l'on est encore loin du mixte énergétique, alors que la géothermie n'a pas encore donné tout son potentiel, de même que l'énergie des mers. Par contre, les mesures comme la lutte contre le gaspillage et la promotion de l'économie circulaire, ou la réduction de 50% des quantités de déchets admis en installation de stockage en 2025, la valorisation de 70% des déchets du BTP à l'horizon 2020, l'augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation de matière à 55% en 2020, et la formation dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique ont toutes leurs chances de trouver leur place. Voilà l'avis du CAUE qui est favorable sous réserve d'une meilleure approche de nos spécificités. S'agissant de Madininer, qui, comme vous le savez, étudie la qualité de l'air, Madininer se félicite de voir apparaître dans ce projet de loi les émissions des polluants de l'air au même titre que celles des gaz à effet de serre qui doivent être prises en compte dans l'orientation des mesures énergétiques. Madininer attire l'attention sur l'utilisation des véhicules électriques dans une zone où l'électricité est produite par des centrales thermiques. Il serait donc intéressant d'évaluer la possibilité d'un mode de recharge par des énergies renouvelables, solaires ou hydrauliques. Si cela ne semble pas possible, il faudrait vérifier la possibilité sur le réseau électrique de supporter cette nouvelle charge. De comparer les émissions issues du trafic automobile actuel avec les quantités de polluants
émis par les centrales en cas de production supplémentaire d'électricité pour alimenter le parc de véhicules électriques. De vérifier l'impact environnemental sur la qualité de l'air des centrales thermiques. Le plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques qui doit tenir compte du plan national de surveillance de la qualité de l'air révisé tous les 5 ans. La cohérence de parution des différents schémas et plans. En effet, les régions devront prévoir la révision des SRCAE, bon, à expliciter, autres schémas régionaux et plans de protection de l'atmosphère à l'arrêt du plan national de réduction des émissions de polluants prévu pour 2015. L'intégration de Madininer dans l'élaboration des plans et programmes territoriaux, SCOT, PDU, PLU, PDU, plans de mobilité qui devront rester compatibles avec les enjeux et actions du plan de protection de l'atmosphère qui nécessiteront une évaluation de la qualité de l'air. La corrélation négative entre la réduction de vitesse maximale autorisée et les émissions des polluants de l'air sur notre territoire. En substance encore, Madininer déplore de ne pas voir apparaître dans cette loi l'intégration du volet air dans les PCET pour qu'ils deviennent des PCAET. L'intégration de la problématique air intérieur dans les nouveaux dispositifs visant la rénovation des bâtiments pour l'économie d'énergie. En effet, l'isolation des bâtiments et les habitudes comportementales actuelles, fermeture, climatisation, manque d'aération, pour maîtriser les consommations d'énergie, pourraient, dans certains cas, détériorer la qualité de l'air intérieur. Enfin, le Conseil économique, social et environnemental régional, avis du 9 juillet, juge globalement favorable les mesures qui vont plutôt dans le bon sens. Le CES pointe néanmoins plusieurs insuffisances du projet de loi actuel. Il déplore en particulier que ce texte de programmation ne comporte aucun chiffrage financier global, ni mesure par mesure. Le Conseil demande que la dimension européenne de la politique énergétique soit clairement affirmée. Au chapitre des transports, pour lesquels le texte actuel se focalise sur les véhicules électriques, il souhaite un élargissement de l'approche intégrant toutes les formes de voitures vertes, mais aussi le transport ferroviaire et fluvial, ainsi que les transports en commun, les plans de déplacement urbain et l'accompagnement des changements de comportement des consommateurs. Le Conseil national de la transition écologique, rendu le 3 juillet, dit que la réduction de 50% de la consommation énergétique finale en 2050 est hors d'atteinte pour certains membres du Conseil, sauf à imposer, selon eux, une sobriété insoutenable pour les populations. Une position sur laquelle campe depuis le début des discussions le MEDEF, mais aussi certains syndicats de salariés. Au final, le CESER liste une série de conditions nécessaires, selon lui, à la réussite de la mutation énergétique que veut promouvoir Mme Royal, la ministre de l'écologie. Les moyens financiers qui seront déclinés dans la loi de finances devront être à la hauteur des enjeux, prévient-il. La mobilisation des acteurs doit être favorisée via une démarche incitative. Un effort massif de recherche et de développement doit être engagé. Les mutations industrielles et en termes d'emploi doivent faire l'objet d'études d'impact et être anticipées. L'Union française de l'électricité, l'organisation professionnelle du secteur, s'est également prononcée sur le projet de loi le 8 juillet dernier. Tout en saluant l'orientation bas carbone du texte, elle déplore que celui-ci ne cible pas la principale source émettrice de CO2, le pétrole. Elle estime que le projet ignore l'enjeu de la compétitivité de l'industrie et que les questions de financement des investissements nécessaires ne sont pas abordées et que le texte pêche en matière de sécurité d'approvisionnement et par l'oubli de la dimension européenne. Excusez-moi, collègue, si c'est un peu long, mais les enjeux sont... La veille des commissions, la commission conjointe texte et habitat qui s'est tenue hier, les conseillers généraux présents ont entendu les différents éléments d'information qui leur ont été apportés sur le texte, observation reçue du CAUE, audition du responsable technique du BRM, bâtiment de la Martinique, et du directeur de l'Agence martiniquaise de l'énergie. Ils ont à cette occasion souligné la finalité positive du projet de loi, notamment en matière de rénovation des bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois, développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre les gaspillages. Pour une meilleure prise en compte des réalités de la Martinique, tant au niveau des objectifs à atteindre
et des moyens à mettre en œuvre, les commissaires présents ont souhaité approfondir l'analyse concrète des dispositions proposées, notamment en partenariat avec la collectivité régionale qui dispose de l'habilitation en la matière. Ils ont émis un sursis à statuer sur ce projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français. Voilà ce que nous avons proposé hier, collègues, et qui vous est soumis pour le débat. Merci, collègue, en rappelant effectivement que c'est un projet donc, qui est arrivé en urgence, qui a été donc présenté en commission des textes hier. Ok, donc qui n'est pas passé en commission permanente. Donc on est tous d'accord sur un report donc de notre avis. On passe au 10. Le texte relatif à la suppression de la vignette pharmaceutique concerne principalement les assurés des régimes d'assurance maladie et les pharmaciens. Comme vous le savez, il s'inscrit dans la logique de la généralisation de la télétransmission des feuilles de soins chez les professionnels de santé. Il prévoit l'instauration d'un nouveau code de traçabilité, dit type code barre, le Data Matrix. Le présent décret prévoit les conséquences de la suppression de la vignette pharmaceutique. Dans un premier temps, le décret fixe les délais d'écoulement de stock chez les grossistes, répartiteurs et pharmaciens d'officine dans le cas de changement de prix de médicaments. Aussi, un délai est accordé pour permettre d'écouler les stocks achetés à l'ancien prix. En Outre-mer, ce délai est de 60 jours, 20 jours au niveau national, du fait des délais de transport, de fret, etc., pour les grossistes, répartiteurs, et de 90 jours, 50 jours au niveau national, pour les officines. Au terme de ces délais, les nouveaux prix sont applicables. Dans un deuxième temps, il supprime du Code de la sécurité sociale et du Code de la santé publique la mention de la vignette pharmaceutique. Le présent projet de décret, non encore publié, prévoit une prise d'effet au 1er juillet 2014. Avis des organismes consultés, le syndicat des pharmaciens de la Martinique fait savoir que si le chiffre d'affaires des pharmacies de Martinique est comparable à celui des pharmacies en métropole, le volume d'activité est inférieur à la moyenne nationale. Les médicaments connaissent ainsi une rotation plus faible chez nous. Ainsi, une pharmacie d'officine peut acheter un médicament qui aura été fabriqué plus de 4 mois auparavant et ne le revendre que 3 à 6 mois après. En conclusion, afin de tenir compte des exigences en matière de santé et des réalités économiques des entreprises pharmaceutiques de distribution de médicaments en gros et en détail en Martinique, il conviendrait d'appliquer aux grossistes répartiteurs et d'appliquer aux officines de pharmacie un délai d'écoulement supplémentaire de l'ordre de 90 jours, voire de 120 jours. C'est pour tenir compte des délais d'acheminement des frais. La Fédération des médecins de Martinique, de France Martinique, émet un avis défavorable sur ce projet de décret qui, par la suppression de la vignette et en abrogeant son contenu, va conduire le consommateur qui est le patient martiniquais dans l'incertitude et l'inconnu financière. La CGSS n'a pas d'observation particulière sur ce projet de texte. L'Association départementale des consommateurs de la Martinique considère que ce décret aura des retombées positives pour le consommateur sur différents domaines. Il apportera au consommateur une meilleure information sur les prix des médicaments et le taux de remboursement grâce à une facture détaillée, permettra une meilleure traçabilité des médicaments à partir d'un code unifié, permettra une adaptation du dispositif aux nouvelles technologies, et la disparition des vignettes pharmaceutiques facilitera une plus grande transparence au niveau des prix des médicaments et une mise en concurrence des différents laboratoires. Avis des commissions, la commission texte réunie le 16 juillet a mis un avis favorable, tout en tenant compte de la demande de délai de mise en place du dispositif préconisé par le syndicat des pharmaciens. Aussi, elle souhaite un délai d'écoulement supplémentaire pour les Outre-mer de l'ordre de 90 jours, voire de 120 jours. Voilà, collègues, les éléments pour introduire la discussion. Pas d'observation, je mets aux voix. On valide l'avis de la commission des textes. Donc, contre, abstention. Merci. On va vers le point 11.
crédit d'impôt développement durable relevant des travaux de rénovation destinés à l'amélioration de la performance énergétique des logements anciens et d'un deuxième décret qui est proche relatif aux avances remboursables sans intérêt destinés au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Alors, compte tenu du lien existant entre ces textes, 2 projets de décret accompagnés de 2 projets d'arrêté, il est proposé de les étudier dans un seul rapport, d'autant que le texte relatif au crédit d'impôt ne concerne en priorité que les travaux relatifs à la performance énergétique des chauffages et de ce fait ne s'applique pas chez nous. Bon. Les articles 200 quater et 244 quater du Code général des impôts permettent aux propriétaires de logements anciens qui effectuent des réparations visant à améliorer la qualité énergétique de leur logement de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu, crédit d'impôt développement durable, CIDD, et d'avances remboursables sans intérêt, communément appelé éco-prêt à taux zéro ou éco-PTZ. C'est la même chose. Le bénéfice de ces 2 dispositions obéit à une condition que définissent les 2 projets de décret suivisés, c'est la nécessité pour l'entrepreneur effectuant les travaux d'être titulaire d'un signe de qualité correspondant à une catégorie répertoriée par le dit décret. Il faut que les entreprises soient spécialisées, en gros. Les projets de décret ont donc pour objectif de préciser les critères de qualification requises pour la réalisation des travaux ouvrant droit au bénéfice des avantages précités. Tous les deux projets de décret sont assortis d'un projet d'arrêté définissant les modalités techniques de mise en œuvre des 10 critères de qualification. Le projet de décret relatif au bénéfice du crédit d'impôt développement durable en dresse une liste exhaustive précisant les catégories de travaux qui concernent principalement des travaux d'amélioration du chauffage de la maison, de ce fait qui ne s'appliquent pas aux DOM. Néanmoins, le professionnel choisi doit être titulaire d'un signe de qualité, lequel signe répond à un référentiel portant sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise, précisé par l'arrêté conjoint du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et du ministère du Logement et de l'Égalité des territoires subventionnés. Enfin, le projet de décret précise également les conditions de mise en œuvre des formations continues en vue de l'obtention du signe de qualité. Il est spécifié dans l'arrêté que le cahier des charges de la formation continue est défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. Il doit porter sur le contenu des formations ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de contrôle des connaissances. S'agissant de l'éco-prêt à taux zéro, le projet de décret est applicable dans les DOM. Il précise que pour les entreprises intervenant dans plusieurs catégories, seuls là où les travaux correspondant à son accréditation au titre du signe de qualité pourront bénéficier du crédit d'impôt et ou de l'éco-prêt à taux zéro. L'arrêté relatif à l'éco-prêt à taux zéro modifie l'arrêté du 30 mars 2009 du même nom pour l'adapter au nouveau cadre des décrets précités. Il s'agit principalement d'adaptation sémantique. Il précise, in fine, que ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts conclues à compter du 1er juillet 2014. Avis des organismes consultés. Parmi les organismes consultés, le CAUE a donné son avis. S'il émet un avis favorable pour l'ensemble des textes, celui-ci reste réservé sur le projet d'arrêté relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice des dites aides. Le CAUE considère que le seul professionnel habilité à avoir une vision globale en termes d'approche du bâtiment est l'architecte ou le maître d'œuvre. Or, le texte place les entreprises spécialisées au centre de cette problématique. Le CAUE s'interroge également sur la capacité des entreprises des DOM à répondre aux exigences du dit arrêté en matière de signes de qualité et donc de leur éligibilité au dispositif. Il craint de ce fait que dans l'immédiat, les ménages martiniquais ne puissent pas bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro. La société immobilière Ozanam a fait savoir que ces textes n'appelaient de sa part aucune observation particulière. Avis des commissions des textes, logement et habitat. Les commissions textes, logement et habitat réunies hier ont examiné conjointement ces textes. Après échange sur la base des éléments rapportés, les membres présents ont émis un avis favorable sur l'ensemble des textes, tout en insistant sur la nécessité de mettre en place urgemment
les formations prévues par ce texte afin de permettre aux entreprises martiniquaises d'obtenir le label nécessaire à leur éligibilité au dispositif d'éco-prêt à taux zéro. Donc je mets aux voix contre, abstention, merci. Ce projet de décret est relatif à la création d'un dispositif d'aide au spectacle vivant destiné à soutenir des projets et des activités de création présentées par des artistes, des compagnies et des ensembles professionnels. Les principales aides publiques qu'il est possible de solliciter sont des aides déconcentrées du ministère de la Culture et de la Communication. Ce sont les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, qui instruisent les dossiers de demande d'aide pour le compte de ce ministère. L'activité de la DRAC en matière de spectacle vivant se développe selon deux axes majeurs, principaux, le soutien aux grandes institutions labellisées et deuxièmement le soutien aux artistes et équipes artistiques et professionnelles indépendantes d'autre part. Ces aides sont donc un complément visant au soutien de la création. Les demandes d'aide sont examinées par des commissions consultatives placées auprès du préfet de région. Il est à noter que l'arrêté du 23 mai 2006 prévoit un dispositif spécifique sur la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels et la création chorégraphique et théâtrale en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le projet instaure donc un dispositif d'aide consacré au soutien des artistes. Ce dispositif comprend trois aides: l'aide au projet de création, l'aide à l'activité de création et le conventionnement. La décision d'octroi de ces aides est prise par le préfet de région. Elle fait l'objet d'un avis préalable d'une commission consultative en matière de danse, musique ou théâtre. L'étude préalable à la création des commissions consultatives précise que la principale innovation introduite par cette réforme concerne l'unification dans un seul texte réglementaire des dispositions régissant les commissions consultatives. Les commissions dans les régions d'outre-mer sont régies par un format spécifique pluridisciplinaire qui répond aux caractéristiques locales de la vie artistique. Ce dispositif donnant satisfaction, il est proposé son maintien en l'état. Ainsi, en Martinique, la commission pluridisciplinaire comprend un effectif égal pour les disciplines danse, musique, théâtre, cirque et art de la rue. Avis des commissions, la commission culture du patrimoine réunie le 15 juillet 2014 a émis un avis favorable avec des réserves sur ce projet de décret. Si elle est favorable à ce que les commissions dans les régions d'outre-mer disposent d'un format spécifique pluridisciplinaire répondant aux caractéristiques locales de la vie artistique, elle souhaite que des élus qui définissent et connaissent le milieu culturel local soient associés plus concrètement au travail de la commission et donc à l'instruction des dossiers de demande d'aide. La commission texte réunie le 16 juillet dernier a émis un avis favorable sur ce projet de décret, à l'instar de la commission culture et patrimoine. Elle souhaite également une meilleure association des élus au sein des commissions consultatives. Voilà, collègues, l'introduction au débat. Merci, collègues. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce projet de décret? Non, il n'y en a pas. Je peux mettre aux voix. Contre? Abstention? Donc, merci, c'est adopté. Conformément à l'article 28 du Code des marchés publics, dans sa rédaction et en vigueur en 2011, lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil de 200 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture de services et à 5 millions € hors taxes pour les marchés de travaux, une procédure adaptée peut être lancée. Cette procédure est librement déterminée par le pouvoir adjudicataire en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que les circonstances de l'achat. Ces petits marchés, entre parenthèses, doivent également respecter les principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Donc, la présidente, par délégation du Conseil général, est chargée pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le revenant, lorsque les crédits sont bien sûr inscrits au budget. Le président du Conseil général rend compte de la plus proche réunion utile du Conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. Ainsi, au titre de l'année 2013, 2314 marchés ont été passés selon la procédure adaptée pour un montant total hors taxe de 27 700 000 euros. La synthèse présentée ci-après résulte de l'agrégation des données fournies par chaque direction des services du Conseil général. Donc, vous avez une liste qui représente ces 27 millions, mais comme vous l'avez constaté, donc c'est une liste, disons, agrégée. Tout n'y est pas, mais il y a un détail. Effectivement, donc la dernière page, c'est la première page, et la dernière page, c'est la liste des marchés conclus en 2013, donc ce document numéro 8. Effectivement, il faut aller à la dernière page et ensuite analyser, regarder tous ces petits marchés adaptés en prestations particulièrement de services qui ont été conclus par le Conseil général en 2013. Voilà, Madame la Présidente, la présentation de ce rapport comme il se doit. Merci, collègues. Je crois que tous les collègues ont eu donc ce rapport de bilan d'exécution. Je ne sais pas s'il y a des observations, collègues, puisqu'il n'y a pas de vote. Ce sont des informations qui sont données donc à l'ensemble des collègues. Pas d'observation, pas de questions. Voilà. Alors, bon appétit et bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances. Merci.